Bonjour, cette vidéo intitulée Hypoxie et hypoxémie, mécanisme et diagnostic de gravité fait partie de l'item 359 intitulé Détresse et insuffisance respiratoire aiguë du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte. Les objectifs pédagogiques de cette vidéo sont les suivants. En rang A, reconnaître les signes de gravité clinique et gazométrique. Et en rang B, comprendre les principes physiopathologiques de l'hypoxémie ainsi que les anomalies de la pompe ventilatoire. Je m'appelle Guillaume Carto, je suis médecin intensiviste réanimateur au CHU Henri Mondor et je vous présente mes liens d'intérêt. Voici le plan que nous allons suivre. Tout d'abord, nous allons faire des rappels physiologiques de la physiologie respiratoire normale, puis nous allons aborder schématiquement la physiopathologie de l'hypoxémie, et enfin aborder les signes de gravité clinique et gazométrique de l'hypoxémie. Alors cette diapositive peut paraître un petit peu compliquée, elle est en fait, vous allez le voir, assez simple, et nous permet de très bien comprendre par la suite la physiologie et la physiopathologie de l'hypoxémie ainsi que de l'hypercapnie qui est elle abordée dans une autre vidéo. Cette diapositive rapporte ce que l'on appelle l'équation des gaz alvéolaires. Cette équation des gaz alvéolaires correspond aux formules expliquant la valeur des pressions partielles dans l'alvéole en oxygène, noté P grand A O2, pression partielle alvéolaire en oxygène, et en gaz carbonique, noté P grand A CO2. Ces valeurs sont intéressantes car en physiologie normale, chez le sujet sain, ces pressions partielles dans l'alvéole sont à très peu de choses près celles que l'on retrouve dans le sang artériel, noté P petit AO2 et P petit A CO2. Alors, que conditionne la valeur de la pression partielle alvéolaire en oxygène? Eh bien, c'est la pression inspirée en oxygène, c'est-à-dire la quantité d'oxygène qu'on inspire. Cette pression inspirée dépend de la pression environnante et de la FiO2, moins une petite place que prend le gaz carbonique. Vous voyez, PaCO2 divisé par une constante plus une constante. Donc, la pression partielle en oxygène dans l'alvéole dépend très essentiellement de la pression inspirée en oxygène, qui dépend elle-même très essentiellement de la fraction inspirée en oxygène, moins une petite place que prend le gaz carbonique. Alors, quelle est cette place que prend le gaz carbonique? La pression partielle alvéolaire en gaz carbonique est égale à la production de gaz carbonique divisée par la ventilation alvéolaire. Donc vous voyez que la valeur de la PaCO2 est directement inversement proportionnelle à la ventilation alvéolaire. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on a une hypercapnie, on parle d'hypoventilation alvéolaire. A l'inverse, lorsque l'on observe une hypocapnie, on parle d'hyperventilation alvéolaire. Souvenez-vous que la quantité d'oxygène présente dans le sang dépend, elle, très essentiellement de l'hémoglobine, qui est le transporteur de l'oxygène, ainsi que de sa saturation. En effet, la pression partielle, la pression qui est mesurée lorsque l'on fait des gaz du sang, la pression partielle en oxygène dans le sang artériel, notée P petit a O2, correspond à la quantité très infime d'oxygène dissoute dans le sang. Comme l'oxygène se dissout très mal dans le sang, c'est bien la raison pour laquelle il existe un transporteur qui est l'hémoglobine. Donc cette quantité d'oxygène présente dans le sang, on l'appelle le contenu artériel en oxygène. Et pour que cet oxygène arrive jusqu'au tissu et que les tissus périphériques soient oxygénés, il faut qu'ils soient transportés. Le transport artériel en oxygène est égal au contenu artériel en oxygène multiplié
par le débit cardiaque. Revenons à notre équation des gaz alvéolaires. La première cause qui peut expliquer une hypoxémie est une anomalie de la pompe ventilatoire. En effet, on a vu tout à l'heure qu'en cas d'hypoventilation alvéolaire, alors la PaCO2 allait augmenter de manière inversement proportionnelle. En d'autres termes, si ma ventilation alvéolaire est divisée par 2, par exemple parce que ma fréquence respiratoire est divisée par 2, alors ma PaCO2 va être multipliée par 2. Vous voyez bien que si la PaCO2 augmente, alors il faut retrancher une part plus importante à la pression inspirée en oxygène et donc la pression partielle en oxygène dans l'alvéole diminue. Il s'agit donc de la première cause assez évidente d'hypoxémie, une anomalie de la pompe ventilatoire. Néanmoins, la physiopathologie la plus fréquente de l'hypoxémie en pratique clinique correspond aux anomalies de rapport ventilation-perfusion. Ces anomalies de rapport ventilation-perfusion vont faire en sorte que la pression partielle dans l'alvéole en oxygène ne va pas se retrouver quasiment à l'identique en pression partielle en oxygène dans le sang artériel. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons des zones qu'on appelle des zones de shunt, c'est-à-dire des zones où le sang ne voit pas l'oxygène des alvéoles. Parce que ces alvéoles sont par exemple, au lieu d'être remplis d'air, remplis de plasma, dans le cas de l'œdème aigu du poumon cardiogénique, de pus ou de liquide inflammatoire, dans le cas d'une pneumonie infectieuse, etc. Par exemple, parce que nous avons une obstruction bronchique entraînant une atélectasie, un collapsus aérien dans le territoire ventilé, ou par exemple parce qu'il existe ce que l'on appelle un shunt anatomique, c'est-à-dire une communication directe entre la circulation veineuse et artérielle sans passer par les poumons. Par exemple, au cours d'un foramen ovale perméable mettant en communication l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Donc ces anomalies de ventilation-perfusion, qui correspondent à des zones perfusées non ou mal ventilées, correspondent au mécanisme le plus fréquent de l'hypoxémie et couvrent énormément d'étiologies d'hypoxémie visibles en pratique clinique. Plus rarement, l'hypoxémie peut être en rapport avec une obstruction vasculaire redistribuant l'ensemble du débit cardiaque vers les vaisseaux restants, ou alors un trouble de la diffusion alvéolo-capillaire avec une pathologie de l'interstitium pulmonaire éloignant en quelque sorte les alvéoles des capillaires pulmonaires et gênant la diffusion de l'oxygène présent dans les alvéoles vers l'hémoglobine présent dans les capillaires pulmonaires. Alors après ces rappels physiologiques et physiopathologiques, abordons maintenant les notions de rang A, c'est-à-dire les signes de gravité, notamment les signes de gravité cliniques. Ces signes de gravité cliniques peuvent se distinguer en signes directs d'hypoxémie, c'est-à-dire la mise en évidence d'une hypoxémie profonde. L'hypoxémie peut se détecter au moyen de la saturation pulsée en oxygène, mesurée au moyen d'un oxymètre de pouls. Lorsqu'elle est inférieure à 95%, elle définit l'hypoxémie, et plus elle est basse, plus l'hypoxémie est profonde. Une SpO2 inférieure à 90% impose généralement une oxygénothérapie immédiate. La cyanose, qui correspond, vous le savez, à une coloration bleutée du tégument, survient généralement lorsque la SpO2 est inférieure ou égale à 80%, et donc est un signe de grande gravité et d'hypoxémie très profonde. Donc les signes de gravité peuvent se distinguer, on l'a vu, en signes directs d'hypoxémie ou en signes de retentissement de cette hypoxémie. Plus le retentissement est important, plus l'hypoxémie est probablement grave. Il peut s'agir d'un retentissement respiratoire avec des signes de détresse respiratoire aiguë, dyspnée, tachypnée, signes de lutte, d'insuffisance circulatoire, marbrure, hypotension artérielle,
ou de signes neurologiques, agitation, anxiété, confusion, voire convulsion, coma, qui sont des signes de gravité extrême. Abordons maintenant les signes de gravité gazométrique. Les gaz du sang artériel permettent de mesurer très précisément la PaO2 et donc de quantifier le degré d'hypoxémie. En effet, la pression partielle dans le sang artériel en oxygène, la PaO2 normale, est supérieure ou égale à 80 mm de mercure. En dessous, cela définit l'hypoxémie et plus la PaO2 est basse, plus l'hypoxémie est profonde. Attention néanmoins aux conditions de réalisation des gaz du sang. En effet, une PaO2 de 80 mm de mercure chez un patient recevant de l'oxygénothérapie à très haut débit est en fait le témoin d'une hypoxémie profonde. Il faut donc rapporter la PaO2 à la FiO2 délivrée au patient. C'est ce qu'on appelle le rapport PaO2 sur FiO2. PaO2 divisé par FiO2, qui doit normalement être supérieur à 300. Plus ce rapport PaO2 sur FiO2 est bas, plus l'hypoxémie est grave. Alors, les gaz du sang nous permettent aussi de mesurer la pression partielle en gaz carbonique dans le sang artériel. En cas d'hypercapnie, c'est-à-dire de PaCO2 supérieur à 42 mm de mercure, on peut schématiquement distinguer deux situations cliniques. Soit l'hypoxémie est en rapport avec la décompensation d'une insuffisance respiratoire chronique sous-jacente, soit il s'agit d'un signe d'épuisement respiratoire générant une hypoventilation alvéolaire. Là, attention, car si l'hypercapnie est le reflet d'un épuisement respiratoire, elle correspond alors à un signe de gravité extrême faisant craindre un arrêt respiratoire qui peut généralement être suivi d'un arrêt cardiaque. Généralement, sur les gaz du sang, on peut aussi observer la mesure des lactates artériels et l'hyperlactatémie est un signe de gravité de l'hypoxémie car elle est le témoin d'un défaut de transport en oxygène aux organes. Voilà, les principaux messages à retenir sont les suivants. Sur le plan de la physiopathologie, souvenez-vous que le shunt est le principal mécanisme d'hypoxémie, que les signes de gravité cliniques à connaître en dehors des signes directs d'hypoxémie sont les signes de retentissement, détresse respiratoire aiguë, défaillance hémodynamique, défaillance neurologique. Et concernant les signes de gravité gazométrique, on retiendra la profondeur de l'hypoxémie avec l'intérêt de mesurer le rapport PaO2 sur FiO2 et la détection concomitante d'une hypercapnie et ou d'une hyperlactatémie.